Bonsoir. Donc, Yolande Eskenazi, je suis, comme on vous l'a dit, responsable au niveau régional pour le défenseur des droits. Juste pour qu'on apprenne à se connaître, et puisqu'on a fait un brin de détour historique, j'étais la déléguée la déléguée régionale de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans cette région. Alors, donc, le travail avec l'accès, enfin, le facile à l'accès à la CGET, je la partage, hein, cette histoire. On part de loin. Et donc, le manque d'évaluation de ce qui a pu être fait ou pas fait, de ce qu'on avance ou pas, des montagnes russes, à un moment donné, on se dit, ça y est, la mobilisation est là. 2 minutes après, on se dit, ah ben tiens, non, il n'y a plus rien. Je partage aussi. Après cette petite introduction, revenir peut-être sur certaines choses. Alors, c'est vrai que j'ai envie aussi de revenir sur ce que vous avez pu dire, mais en même temps, je suis là aussi pour vous présenter ce qu'on fait. Alors, je vais essayer de faire des allers-retours entre les deux. D'abord, est-ce que vous connaissez le défenseur des droits? Est-ce que vous savez qui on est et de quelle place on parle? Et ce qu'on fait, de manière générale? Oui? Non? Un peu? Un peu. Un peu. La première chose que je vais dire, et ça va me permettre peut-être de rebondir, c'est que on est une autorité administrative, certes, donc quelque part vous voyez la Marianne, donc ça fait référence à l'État, mais on n'est pas une administration lambda, on est une autorité indépendante, donc qui puise à la fois son action dans la Constitution française, on est la seule autorité indépendante à être inscrite dans la Constitution, et ce qu'a dit la Constitution en 2008, c'est qu'il fallait mettre en place une autorité chargée de veiller au respect des droits et des libertés. Et après, il y a une loi qui est venue décliner et qui est venue dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire qu'être chargé de veiller au respect des droits et des libertés. Et c'est là qu'on va définir les différents domaines de compétences du défenseur des droits, dans la relation entre l'usager et le service public, par exemple, contre ce service public est défaillant. Et là, la liste est longue. On vient de faire paraître, par exemple, un rapport sur la dématérialisation. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits de l'enfant, en regard à la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans la question des manquements à la déontologie, par exemple, des forces de l'ordre ou des agents de sécurité. Et là, on va peut-être revenir sur la question des discriminations, par exemple, avec les contrôles faciès. Et aussi, dans nos domaines de compétences, il y a la question de la discrimination. Plus exactement, le défenseur des droits est compétent pour lutter et prévenir toute forme de discrimination, directe ou indirecte, telle qu'elle est interdite dans la loi française ou ratifiée par un accord international. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, ça nous fait agir, ou potentiellement pouvoir agir et répondre à des personnes qui pensent avoir été victimes de discrimination et dont le droit a été bafoué, mais dans une définition qui est juridique de la discrimination. C'est-à-dire, comment le droit a-t-il appréhendé cette question-là? Et pas juridiquement, pas toutes les différences de traitement ne sont discriminatoires. La question, et c'est là qu'on revient à ce que vous avez pu dire, la question des inégalités, si effectivement, à un moment donné, elles peuvent s'auto-nourrir avec des questions de discrimination ou les questions de discrimination auto-nourrir des inégalités, on est dans deux corpus de politiques différentes. Et en droit, c'est très clair. Une discrimination, enfin c'est très clair, c'est pas forcément facile à utiliser, mais le mécanisme, c'est, je vais parler de discrimination à partir du moment où je pense que je n'ai pas été traitée de la même façon, ou que c'est un traitement moins favorable. Donc je suis dans la référence de l'inégalité, mais pas d'une inégalité de situation, comme on l'est dans les inégalités sociales. Je ne peux pas accéder à tel logement parce que je n'ai pas les moyens d'eux, que je suis née là où je suis et que du coup j'ai un déterminisme social. On n'est pas dans ce registre. On est dans une forme particulière d'inégalité qui est celle de traitement, une inégalité de traitement. Mais en même temps, chaque fois qu'on ne me traite pas de la même façon, ça ne s'appelle pas discrimination. C'est une inégalité de traitement en lien avec des motifs que la loi estime, à tort ou à raison, c'est un autre sujet, j'ai bien entendu ce que vous disiez sur les critères, comme illicite. C'est une inégalité de traitement pour des motifs illégaux.
Et je ne m'arrête pas là pour parler de discrimination. Ce n'est pas uniquement être traité pour ce que je suis, même s'il y a ce registre. C'est à partir de là, c'est dans un domaine prévu par la loi. C'est pour des motifs et dans un domaine. L'emploi, l'éducation, les services publics, ce que vous voulez, les loisirs, l'accès aux loisirs, l'accès aux biens et services, les comptes bancaires, etc. Je pourrais égrener, je ne suis pas du tout dans la sphère familiale et privée, par exemple. Je n'ai pas parlé de discrimination. Donc il me faut une inégalité de traitement dans des situations comparables, avec des critères, dans des domaines, et je vais beaucoup plus dans le champ des pratiques. C'est-à-dire que, si on parlait par exemple tout à l'heure des politiques d'intégration ou d'insertion, à un moment donné, déjà dans le mot intégration, on demande à celui qui, par exemple, vient d'ailleurs, de faire l'effort d'acquérir certains codes. D'apprendre le français, faire ça. Et on met en place des politiques qui sont censées les accompagner. Mais quand je suis discriminée, je peux tout faire comme il faut. Parce que c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas à partir de ce que je suis. C'est pas moi qui vais évoluer pour que l'autre ne me discrimine plus. C'est le mise en cause. C'est le regard que l'autre porte sur ce que je suis. Donc on est déjà effectivement sur des choses qui sont dans deux registres différents. Et donc avec la loi, je vais beaucoup plus travailler sur, à partir de la notion de représentation, de stéréotypes, la façon dont même parfois très insidieusement, dans mes pratiques, par exemple professionnelles, dans ma façon d'accueillir dans un service public, en ayant la volonté ou de façon complètement involontaire, en ayant la conscience ou de façon complètement inconsciente, je vais mettre en place les mécanismes d'une inégalité de traitement pour des motifs qui sont illicites. Ça va ? Donc voilà, on est sur ça. Et si on prenait la question aussi, vous me dites quand vous voulez que je m'arrête, parce que je peux dire plein de choses. Quand par exemple on prend, moi je pense souvent à un schéma très simpliste, alors à l'oral forcément le schéma c'est pas facile, et je vais éviter de faire balayer le micro, mais très simpliste entre les relations entre stéréotypes, discrimination et inégalité. Je prends un truc très basique. Allez, je m'essaye avec vous sur la question des femmes, par exemple. Donc, si par exemple, je vous dis, basique, hein, je la fais vraiment caricaturale. Bon, les femmes sont douces. Hein. Non, mais c'est sûr, elles sont douces. C'est passé, ça doit être le côté maternel. Vous êtes dans un stéréotype. Elles sont douces. Donc, elles sont plus portées vers certains types de métiers. D'ailleurs, la communication, on dit assistante sociale, vous êtes dans un préjugé. Si je vous dis à un moment donné qu'une femme, ou que Madame X, n'a pas été recrutée sur cet emploi en lien avec le fait qu'elle soit femme, parce que j'ai mis en place sans m'en rendre compte ces préjugés, je suis dans un réflexe de discrimination. Mais si je dis que, à un moment donné, on se rend compte que la moitié des femmes sont concentrées dans seulement 12 des 87 familles professionnelles, je suis dans le champ des inégalités femmes-hommes. Là-dedans, ça s'auto-nourrit. C'est-à-dire là-dedans, je vais avoir des choses qui viennent du registre de la discrimination. Mais je vais avoir des choses qui viennent de l'école. Je vais avoir des choses qui viennent du fait que moi-même, en tant que femme, je n'y vais pas. Donc, c'est des choses qui s'interagissent et qui, en même temps, sont différentes. Et sur les inégalités sociales, je suis absolument d'accord avec vous, mais je dis toujours que autant c'est un enjeu de comprendre ces interactions, autant c'est un enjeu politique de ne pas non plus tout confondre. Parce que sinon, trop facile. Ah, mais je mets des politiques, ou je pourrais mettre en place des politiques de lutte contre les discriminations, que nenni. J'ai agi pour les réductions des inégalités. Ben non. Non, non, il y a des tas d'autres choses à faire pour agir dans la réduction des inégalités. Et la discrimination peut y participer. Vous voyez, donc c'est important aussi de comprendre que ces interrelations, et en même temps de ne pas tout confondre. Et je dirais la même chose sur la question du racisme. Alors peut-être avec, si vous me permettez, un peu quelques différences. Souvent, à un moment donné, je me souviens quand on était à la HALD, on éprouvait le besoin de vraiment bien faire la différence entre racisme et discrimination. Je vais un peu bouger les lignes aujourd'hui, pour une raison simple. Sur le racisme, qu'on présentait à l'époque souvent comme une idéologie amenant à penser qu'il y avait plusieurs races et avec une hiérarchie. Donc déjà, vous êtes dans le champ de l'idéologie. La discrimination, elle n'est pas une opinion. Il y a un refus de quelque chose en lien avec des critères.
Donc, et la loi, elle punit pas ce que les personnes pensent. La loi, elle va punir des propos qui sont racistes, des actes qui sont discriminants, des crimes qui sont génocidaires. D'accord? Donc ça, c'était l'importance. Et puis pourquoi on a tellement à un moment donné martelé la différence entre racisme et discrimination? C'était pour se dire, attention, attention. Ici, on va se dire, moi, raciste, excusez-moi, hein, mais non. Et moi, nous, avec le corpus et discrimination, on venait dire, attention, mais la discrimination, c'est pas la question de savoir si j'aime ou j'aime pas la personne, si je pense que je suis raciste ou pas. Je peux tout à fait être raciste et pas discriminant. C'est-à-dire, pour venir caroler mon sol, il n'y a pas de souci. Avoir des propos racistes, mais avoir des collectifs qui soient composés à tant de pourcents majoritairement de telle ethnie. Je n'ai pas été discriminant et je n'ai pas refusé un emploi, mais je peux avoir des pensées racistes, voyez. Et à l'inverse, je peux être un intermédiaire de l'emploi, un conseiller Pôle emploi qui me dit « Ah ben non, je ne positionne pas ce gamin sur telle offre d'emploi, parce que ma chargée de clientèle, elle vient de me dire que c'était un employeur raciste, il en a déjà vu plein, je ne vais pas en plus le mettre dans une situation. » Cela dit, dans les réflexes juridiques, ben, qui c'est qui ne positionne pas sur une offre d'emploi en lien avec un critère? C'est l'intermédiaire. Est-ce qu'il est raciste? Non. Vous voyez pourquoi? Et sur le collectif, bien sûr, la discrimination, on est souvent, comme on est dans le juridique, sur des choses individuelles, mais quand par exemple, là, dernièrement, vous avez eu enfin la reconnaissance de ce qui s'est passé en discrimination systémique pour les Chibani, travailleurs SNCF, avec 160 millions, parce qu'à un moment donné, ils étaient dans des statuts et avec un statut différent, et que ça a donc jusqu'à la retraite provoqué, là je suis quand même dans l'action collective. Donc c'est ces relations. Et aujourd'hui, on en est où sur racisme et discrimination? On en est quand même à faire toujours ce distinguo pour les raisons que je viens de vous expliquer, mais en se disant plusieurs choses. Par exemple, si je prends un baromètre sur les perceptions des discriminations qu'on a fait récemment, vous allez avoir une personne sur 4 dans l'emploi, par rapport à notre panel, qui va dire oui, j'ai vécu des propos stigmatisants, hostiles, racistes, sexistes, homophobes, j'en passe et des meilleurs. Mais 86% de ces personnes vont dire j'ai vécu aussi de la discrimination. C'est-à-dire qu'il y a quand même un continuum qu'on ne peut pas omettre et qu'on ne peut pas ne pas travailler. Juridiquement pas, on va le traiter différemment, mais il faut le penser en continuum. Et en droit, et de plus en plus on y va, y compris aux défenseurs, on est aussi sur la question du harcèlement discriminatoire, qui est porté en droit. C'est-à-dire, là, je ne suis pas tout à fait sur le même registre, c'est tout agissement TOUT, donc ça peut être même une fois, et agissement compris au sens large, donc ça pourrait être un propos portant atteinte à la dignité de la personne ou créant un environnement dégradant ou hostile. Et je ne suis plus trop sur l'inégalité de traitement. Vous voyez, je suis sur un agissement portant atteinte à la dignité de la personne et créant. Et là aussi, ça me permettrait de travailler le continuum. C'est bon? Si je reviens sur le défenseur des droits, donc vous avez compris que du coup, on est dans un peu dans notre traitement. Si une personne vient nous voir, je ne dis pas de ce qu'on peut faire dans les rapports, les publications, les formations, la recherche et tout ça. Je dis que si une personne vient me voir, que vous orientez par exemple vers le défenseur des droits à une personne, on va regarder par rapport à tout ce corpus juridique si ça pourrait relever ou pas d'une discrimination. Après, il se posera la question d'avoir des éléments qui peuvent factualiser, pour pas utiliser le mot prouver, mais au départ, on va regarder par rapport à ça. De la place d'une autorité indépendante, je vous rejoins pleinement, et on l'a dit, et la défenseur des droits l'a redit, et on a produit il y a même pas 1 an et demi un rapport sur l'urgence d'agir en matière de discrimination par rapport à l'origine. Oui, il nous faudrait une politique publique forte en la matière. On l'a demandé, comme l'Observatoire, on se rejoint pleinement là-dessus. Mais le défenseur des droits, n'oubliez pas, c'est une autorité indépendante. On n'est pas là pour mettre en place une politique publique. Le gouvernement, on n'est pas là pour mettre, on n'est pas un service centralisé ou déconcentré de l'État
qui aurait comme mission la mise en place d'une politique publique. Nous, notre rôle en tant qu'indépendants, et il est important qu'on reste dans cette place d'indépendance, c'est de l'appeler à nos voeux, cette politique publique. C'est par le jeu des recommandations et de la jurisprudence qu'on peut créer, la provoquer, cette politique publique. C'est de l'accompagner. Et moi, localement, bien sûr que je vais être aussi à côté des collectivités qui veulent s'engager, des associations qui veulent s'engager, etc. Mais pas être l'outil de mise en œuvre de la politique publique. Ça, c'est important. Ça va ? Je finirai donc aussi, parce que ça me semblait important, sur deux... J'ai encore 5 minutes ou pas ? Oui ? Alors, on est saisi de ces questions. Ça, c'est le premier constat. Oui, par exemple, c'est là à peu près 7000 saisines au niveau national. Je vais vous parler de la plateforme antidiscrimination, c'est 14 000 appels. En région, c'est à peu près 250, dont 15% pour le Var. OK. Est-ce que ça, ces chiffres révèlent l'ampleur des discriminations aujourd'hui? Voilà, vraiment que nenni, hein. Parce que 15% de 200 et quelques, ça fait pas BZF, comme on dit. Hein. On ne vient pas, par exemple, aux défenseurs des droits, dire qu'on est victime de discrimination, comme on vient nous dire, quand on connaît notre existence et nos missions, qu'on a un problème avec la CAF, avec la CARSAT, avec la CPM, avec les impôts, etc. Et pas du tout. Pas du tout. Il y a tout un travail à faire. Et c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à faire connaître. Et c'est là que je vous rejoins. Le faire connaître est important, mais s'il n'y a pas une vraie mobilisation, s'il n'y a pas une vraie politique, si ces questions-là, elles n'envahissent pas l'espace public, au sens propre du terme, elles sont beaucoup tues. Donc il y a un vrai problème d'un droit qui peut être un peu compliqué, certes, fort, parce que là j'aurais pu vous parler de jurisprudence très forte, mais insuffisamment mobilisé. Très clairement, c'est un vrai problème de non-recours. Vous avez 34% des personnes dans tous les baromètres et tout ça, ça fait 15 ans depuis la halte qu'on fait chaque année un baromètre avec l'OIT sur les perceptions des discriminations à l'emploi. À peu près 34%, c'est à peu près la norme des personnes dans l'emploi qui vont dire qu'elles pensent avoir vécu une discrimination, alors à tort ou à raison, c'est autre chose, dans leur emploi. Quand vous dites, et alors qu'est-ce que vous avez fait? C'est 90% à rien. 80-90% à rien. Donc il y a une question de non-recours. Et cette question de non-recours, moi je la relie un peu à ce que vous avez dit aussi. C'est-à-dire que pour que ce travail de faire valoir son droit, puisque c'est illégal, puisse se faire, bien sûr qu'il y a de la communication, bien sûr qu'il y a d'un traité, mais il y a de la mobilisation organisée. Il y a de la politique publique à mettre en place. Il y a des moyens à y affecter. Il y a un travail à faire de prise en compte de la parole qui n'est pas la même chose que je vous dis que quand on travaille sur les dysfonctionnements du service public. Et c'est vrai que quand ça se fait, on voit des petites lignes bouger. Donc c'est pas la révolution, mais on voit des lignes bouger. Et là, j'atterris sur la plateforme antidiscrimination. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc il y a un an, un peu plus d'un an, et là pour le coup, c'est vrai que ça a été une volonté du gouvernement, de mettre en place une plateforme de signalement et d'écoute sur la question des discriminations. Et on l'a confiée aux défenseurs des droits. Donc cette plateforme, c'est quoi? C'est très simplement antidiscrimination.fr, on va sur Internet, et on a la possibilité de chatter directement avec une équipe de juristes spécialisés sur ces questions-là, à qui on peut exposer ces situations, et qui, en direct, dans un fil, vont réagir et vont, en fonction de la situation, après réorienter vers les services du défenseur, ou réorienter vers des associations, ou réorienter, etc. On a simplement un numéro, 3928. Allez, appelez. Vous pensez avoir été victime de discrimination? Appelez, faites 3928, discutez, échangeons, et puis on verra ensemble. On a autour de cette plateforme à peu près 1200 acteurs qui sont des associations, dont la Ligue des droits de l'homme, qui sont partie prenante. C'est-à-dire que maintenant, on descend dans l'infra avec une cartographie.
J'espère qu'on se reverra pour se dire, ben, puisque la Ligue des droits de l'homme, y compris, j'ai regardé, si je fais 83, je vais voir Ligue des droits de l'homme, section Toulon, dans la plateforme, qu'on se dise, ben, tiens, comment on va travailler ensemble. Je l'ai fait par exemple avec la section Aix et Marseille, où eux ont décidé, ça peut prendre plein de formes, eux ils ont décidé de mettre en place des permanences dédiées. D'abord on s'est rencontrés pour essayer d'organiser des choses un peu intelligemment avec nos délégués qui tiennent des permanences sur les territoires et qui peuvent aussi intervenir sur ces questions-là. Ils m'ont demandé si on pouvait les appuyer dans la qualification, la formation. Parfait, on va le faire et on essaye de réfléchir intelligemment à comment ça peut se mettre en place sur un territoire. Et aujourd'hui, par exemple, c'est vrai, hein, je vous dis c'est petit, mais quand même, quand on commence à nommer les choses et à dire les choses, ben, cette année, c'est plus 25% quand même de saisines hein, depuis la plateforme sur les discriminations défenseurs des droits. Quand moi, j'ai commencé à mettre dans les Bouches-du-Rhône une permanence dédiée discrimination parce que un département a décidé de mettre en place une maison départementale de lutte contre les discriminations et qu'on a commencé à réinvestir territorialement cette question à plusieurs et à la porter sur l'espace public, c'est plus 24% sur cette année. Hein? Donc ça veut dire que, bon, voilà, je partage. Là, c'était mon petit côté verre à moitié plein, mais bon, je partage aussi beaucoup le verre à moitié vide depuis tant d'années sur ces questions-là. Plein d'autres choses à vous dire. Vous connaissez bien les réseaux des délégués ou pas? Par exemple, ici, vous savez identifier? Non? Bon, vous avez le droit de dire non. Hein. C'est comme ça que je me sentirais utile d'être venue. Je croyais qu'il y avait un défenseur du droit en France. Ah oui, d'accord. Bon, alors très rapidement, et j'en terminerai là-dessus. En fait, donc, il y a un défenseur, vous avez raison de le voir comme ça, parce que là, en l'occurrence, c'est une défenseur, Claire Eton. Donc, la personne qui représente l'institution et qui peut engager toute action et pour mettre en œuvre les missions qu'une loi nous a confiées et non pas qu'une politique publique nous a confiées, c'est Claire Eton. Donc, c'est une défenseur. Mais derrière, heureusement pour elle, qu'elle a des adjoints et qu'elle a des agents, donc à peu près 250. Ces agents, la plupart, ils sont à Paris. À Paris, et là, vous avez des directions juridiques avec des agents très pointus sur le droit des étrangers, sur les droits des enfants, sur les questions d'accès aux biens et aux services et à l'emploi privé. Là, vous allez tomber sur les questions des discriminations, etc. Et on a aussi une direction de promotion de l'égalité. Et on a des chefs de pôle dans toutes les régions maintenant. Mais au-delà des agents, on a surtout, j'ai envie de dire quand même, et je leur rends hommage, pratiquement 547, là je crois qu'on est, délégués qui sont des bénévoles, d'accord, qui tiennent des permanences, qui sont le visage humain sur les territoires, qui sont vos interlocuteurs de proximité. Alors, j'ai passé la journée avec un délégué, parce qu'il y avait en plus une couverture d'un journal qui voulait faire un travail un peu de fond, à voir concrètement ce que ça voulait dire que de recevoir des personnes sur des sujets divers et variés, parfois hors de nos domaines de compétences, les entendre, les écouter, regarder si ça relève de différentes missions du défenseur des droits, et ils ont une délégation pour agir dans le cadre du règlement amiable, c'est-à-dire trouver localement une solution dans le dialogue, sachant que au niveau évidemment des services centraux, et pour les discriminations, ça nous arrive quand même assez souvent, parfois le dialogue ne suffit pas. Il faut passer à des vraies mobilisations de pouvoir d'instruction, on peut demander tout document qui nous semble utile, on peut faire des auditions, des vérifications, des vrais pouvoirs d'enquête, et ça peut aller devant les tribunaux, et on va dire, on est l'ami de la cour, on viendra dire devant les prud'hommes ou le tribunal administratif ce qu'on a pensé, etc. Ou ça peut être des recommandations, ou la défenseur est entendue devant tout projet de loi. Voilà, c'est tout ça. Mais vous avez ce réseau des délégués. Et dans le Var, du coup, vous avez 8 délégués avec des permanences un peu partout. Je vous les ai amenés, comme ça je vous laisserai. Pour ceux qui, bon, vous en avez plusieurs à Toulon, à la maison de justice et du droit et à la préfecture, mais alors à Brignoles, à Saint-Maximin, à Draguignan, à Fréjus, à Saint-Raph, à Soliespont, à Aubossé, à Sanary, à la Seine. Voilà, vous avez des permanences avec des délégués
Et là, il peut y avoir vraiment un travail au local sur les questions de discrimination. C'est-à-dire, vous avez entendu quelqu'un qui vous parle d'une discrimination, vous pouvez dire, ben, vous pouvez aller voir un délégué du défenseur des droits, mais évidemment pas que sur les questions de discrimination, sur tout sujet rattaché à la compétence du défenseur des droits. Et Patrick Gruot, qui est à la même JD de Toulon et à Solliès-Pont, est en plus spécialisé sur les questions de discrimination. Parce qu'on a conscience que c'est quand même pas non plus une matière facile et que pour nos délégués bénévoles, même si tous les délégués peuvent se saisir de tous les sujets, il n'empêche qu'à un certain moment, si vous me parlez d'une situation, je vais dire, bon, peut-être aller voir plutôt Patrick Gruot parce qu'il connaît un petit peu plus ce corpus. Merci de votre écoute.